écoutez, merci beaucoup, merci de votre invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui. Et puis, je vais faire quand même quelque chose d'assez technique, puisque c'est du réglementaire, mais je pense que c'est quand même utile. Alors, tout d'abord, quelques liens d'intérêt. Mon principal lien d'intérêt, c'est d'avoir été président de la commission de la transparence. Et donc, j'ai approuvé un certain nombre de médicaments pendant quelques années. Donc, on va parler du circuit du médicament en France, parce que peut-être qu'ici, il y a des professionnels qui connaissent sûrement ça assez bien, mais je dois dire que dans les services, les médecins, en tout cas, ne savent pas toujours comment ça se passe. Et s'il y a des jeunes médecins, ils ne le savent généralement pas du tout. Donc, connaître le circuit, c'est utile. C'est même indispensable. Et on va parler, bien sûr, de service médical rendu et d'amélioration de service médical rendu, avec bien sûr les spécificités qui sont liées aux maladies rares, aux maladies orphelines. Et puis on verra peut-être quelques suggestions, et puis ça amorcera une discussion pour la fin de l'exposé. Je crois que j'ai 30 minutes, mais je vais essayer de faire 20 pour qu'on puisse avoir de la place pour les questions. Alors le circuit du médicament, c'est quelque chose de bien connu théoriquement. Donc tout aujourd'hui passe d'abord par l'EMA, enfin en Europe, et FDA aux États-Unis, et puis il y a d'autres agences dans d'autres pays du monde, mais il y a un regroupement des agences au niveau européen et qui étudie les dossiers. Et l'étape française ultérieure, c'est l'ANSM, où les documents sont traduits, adaptés, vérifiés. Et ça, c'est quand même le premier point important. La deuxième chose, c'est l'arrivée à la HAS. Alors, la Haute Autorité de Santé a un rôle absolument pivot, puisque c'est une évaluation du médicament. On dit, mais il a déjà été évalué. Et je ne vous cache pas que beaucoup souhaiteraient que cette étape disparaisse et que l'on aille directement de l'autorisation européenne à la commercialisation du médicament, ce qui n'est heureusement pas possible. Et tous les pays d'Europe, quels qu'ils soient, ont des structures locales qui étudient les médicaments avec beaucoup d'interactions. Tout le monde regarde ce que fait son voisin. Il y a aujourd'hui des développements communs au niveau européen. Mais il y a quand même une décision qui est prise, surtout dans un pays comme le nôtre, où quand on va arriver à la troisième étape, qui est le paiement du médicament et le remboursement, eh bien, c'est la solidarité nationale qui paye. Et donc, on a quand même tout intérêt à savoir exactement ce que l'on fait de notre argent. Alors, la Haute Autorité de Santé, par le biais de sa commission de la transparence, donne deux avis. Elle donne d'abord le service médical rendu, puis l'amélioration du service médical rendu. Et vous verrez que ça a un impact sur le remboursement et sur le prix. Et puis, il y a un autre avis qui est donné, qui est l'avis d'efficience par une autre commission. On en entend un peu moins parler, mais c'est quand même aussi une étape utile qui est communiquée au payeur, qui est le ministère de la Santé, par le biais du CEPS. Alors, le cheminement d'un médicament, c'est d'abord le dépôt du dossier au niveau français. Et les industriels ici présents savent très bien qu'il faut déposer des dossiers avec un certain nombre de pièces et que c'est extrêmement fourni, bien fait, avec un document préparatoire qui va être présenté devant la commission de la transparence, qui va donner son avis, ou plutôt ses avis. Et puis, si l'avis est négatif, eh bien, il y a une discussion qui se fait, il y a une phase de contradictoire qui est assez brève. Il faut que dans les 2 semaines, en moyenne, il y ait un aller-retour avec une revendication du laboratoire, qui est généralement, bien sûr, différente de celle de l'Haute Autorité de Santé, et puis l'avis est publié. Théoriquement, tout doit se faire en 90 jours. Je ne vous cache pas que c'est un peu plus long. Mais ce n'est pas si long que ça. C'est 100, 110 jours. Et ça n'est pas à ce niveau-là que ça bloque. Et pour les maladies orphelines, pour les maladies rares, il y a des procédures accélérées. Donc les étapes sont quand même brûlées. Et donc ça va beaucoup plus vite. Mais il y a une troisième étape, qui est le circuit du médicament, qui lui se passe auprès du CEPS. Le CEPS, c'est une structure ministérielle qui va surtout discuter le prix du médicament et qui va se fonder sur les avis de la Haute Autorité de Santé, sur l'avis d'efficience et sur la discussion que le CEPS a en direct avec les industriels qui fabriquent les molécules qui sont soumises sur le marché. Et puis, c'est publié au JO.
Alors cette deuxième étape, théoriquement, devrait aussi faire 90 jours. Mais en fait, elle peut durer des semaines, des mois, voire des années. Et des années, j'exagère peut-être, mais pas vraiment, puisqu'il y a des industriels qui décident de ne pas commercialiser du tout le médicament, en pensant notamment que le prix n'est pas celui qu'ils attendaient. Ils disent on ne vient pas sur le marché avec cette molécule, tant pis, ça sera chez les voisins et puis on se débrouillera comme ça. Et donc, c'est quand même quelque chose d'important. Donc ça peut être long. Il faudrait essayer d'accélérer les procédures, mais c'est un partenariat entre un industriel et une autorité économique. Et donc, c'est quelque chose qui nous échappe totalement. Et je rappelle que l'évaluation du médicament au niveau de la Haute Autorité de Santé, à la Commission de la Transparence, on ne parle jamais d'argent. On ne parle que de la qualité du produit qui est soumis. Et ça, c'est essentiel de le rappeler. Souvent, les gens me disaient, quand j'étais président, oui, mais ça, c'est un médicament qui va être cher. Il va peut-être être cher, mais ce n'est pas mon problème. Après, il y a d'autres personnes qui vont discuter de ça. Ce n'est pas à nous de discuter de ça. Nous, c'est bon ou c'est pas bon? Et on arrive justement dans le service médical rendu. Alors, le service médical rendu, c'est la première étape. C'est un jugement objectif. Est-ce qu'on a besoin de ce médicament? Et je me souviens d'un très bon médicament qu'on a refusé parce que c'était une 7e statine. Alors on démontrait qu'elle faisait baisser le cholestérol, ce qui n'était pas une vraie surprise, sans aucune étude d'impact pour dire ce que ça donnait en amélioration en nombre d'infarctus du myocarde, par exemple. Cette 7e statine, on a dit, on n'en a pas besoin. Donc c'est ça le service médical rendu. Est-ce qu'on a besoin d'une molécule supplémentaire? Et donc on peut refuser. Et ensuite, on va hiérarchiser le service médical rendu. Le service médical rendu important, c'est un médicament qui est bien sûr médicalement utile et dont les malades ne peuvent absolument pas se passer. Il faut l'avoir. Ensuite, il y a des cotations plus faibles, modérées et faibles. Là, ça peut se discuter, il y a des divers facteurs qui interviennent, on pourra y revenir. Et puis surtout, à l'autre côté, il y a le SMR insuffisant, c'est-à-dire on a évalué le médicament, ça ne sert à rien, on n'en veut pas. Alors, toutes ces décisions, passées la phase contradictoire, sont définitives. Mais l'industriel peut parfaitement revenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, mais il faut qu'il ait des données nouvelles, des données supplémentaires. Et les données supplémentaires sont à ce moment-là prises en considération et font l'objet d'une nouvelle évaluation et toute la procédure commence. Alors, l'incidence, c'est le remboursement. La sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie. Si c'est SMR important, c'est 65%. Ensuite, vous avez SMR modéré, 35%. SMR faible, 15%. La tranche 15% aujourd'hui est évidemment, il y a peu de médicaments en 15%. Et ça permettait, en fait, c'est Mme Bachot, quand elle était ministre, qui avait, je crois, fabriqué ce 3e niveau pour rembourser des médicaments un peu de confort, qui ne sont pas inutiles, mais on en a besoin, mais c'est vrai que ce n'est pas fondamental, quoi. Et finalement, ça a été, les mutuelles ont décidé de ne pas rembourser en général le complément des médicaments à 15%. Ce qui fait que ça n'a pas un impact aujourd'hui très important pour les patients. Et puis SMR insuffisant, il n'y a pas de remboursement, mais voilà. Donc ça, vous aviez compris. Un médicament qui n'est pas remboursé dans un pays comme le nôtre est un médicament qui n'a plus de carrière, il est mort. Il faut qu'il revienne, mais sinon, personne ne veut acheter des médicaments qui ne sont pas remboursés, surtout que les nouvelles molécules sont parfois un peu chères. Alors, la deuxième note, essentielle aussi, c'est l'amélioration du service médical rendu. Et les bons médicaments, ils finissent toujours par avoir un SMR important ou modéré. Et puis ensuite, on va beaucoup se battre autour de l'ASMR. Alors l'ASMR 1, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel qui va modifier la vie des gens. Globalement, quand j'étais président, on a dû en donner 1 par an, pas plus. À l'HAS par an,
on avait 200 molécules nouvelles, et en tout, avec les gélules qui devenaient des cachets, les cachets qui devenaient rose à bleu, etc., on en avait 800, mais c'était 200 à peu près importants. Donc il y en a un par an. Et ce sont globalement des vaccins. Ce sont des vaccins parce qu'on sait que ça a une influence majeure sur la santé publique, et donc c'est presque toujours un vaccin. L'ASMR2, je vous donnerai un exemple aussi, c'est vraiment un médicament top. C'est celui qui va changer considérablement nos pratiques et qui va améliorer la survie ou la fonctionnalité des gens. C'est par exemple, quand il y a eu les médicaments de l'hépatite C, l'arrivée de l'association Sofusbivir-Ledipasvir a conduit à donner un ASMR2. Et aujourd'hui, avec quelques années de recul, l'hépatite C a pratiquement disparu du paysage. Donc voilà, ça méritait un ASMR2. Et puis 3 vient ensuite. Alors 3, c'est bien. Il fait beaucoup mieux que les autres quand même. C'est donc une très bonne note. Et parce qu'il y a une quantité d'effets qui est importante, même si c'est un peu plus faible que, par exemple, un ASMR2. Et puis après, on tombe dans le 4. Et le 4, c'est bien aussi. On ne va pas mégoter sur le 4, mais ça veut dire qu'en général, il y a d'autres médicaments de la même classe, que ça apporte quand même quelque chose en plus, mais ça n'est pas un saut qualitatif tel qu'on puisse lui accorder un 3 ou un 2. Et puis le 5, c'est comme les comparateurs, même efficacité. C'est toutes ces études que vous lisez aussi dans New England, où on dit non-infériorité, c'est pareil, donc ça c'est de la SMR5 devant une commission. Alors c'est quand même, ça a un impact, et ça a un impact sur l'étape suivante, qui est la détermination du prix, et puis ce que l'on appelle à l'hôpital la liste en sus. Alors sur le prix du médicament, quand on se situe en ASMR 1 à 3, on tient compte aussi du prix qui est fait dans les pays voisins. Un certain nombre de pays ont des pratiques assez comparables. Il n'y a pas une procédure d'entente, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a quand même des règles communes. On ne peut pas dire ce médicament, on va le rembourser 100 € en France et 1 000 € en Allemagne, ce n'est pas possible. L'ASMR 4, le prix est un prix qui va être négocié. C'est pour ça que parfois les décisions du CEPS sont longues à cause de cette discussion. Et quant à l'ASMR 5, puisqu'il est comme ses comparateurs, s'il veut se positionner sur le marché, il faut qu'il fasse un peu moins cher. Et donc, en général, on obtient un prix inférieur aux médicaments comparateurs qui eux-mêmes vont très vite, bien sûr, s'aligner et diminuer aussi leur prix. C'est la règle du jeu. Alors aujourd'hui, ça a une importance toute particulière. Quand je présidais la transparence, c'était un peu différent parce que le CEPS avait toujours une autonomie majeure, il fait ce qu'il veut, mais pouvait ne pas tenir compte d'une décision de la commission de la transparence et prendre des positions, par exemple, de mise ou non sur la liste en sus. Depuis quelques années, c'est différent. Le CEPS tient compte de façon très importante de la décision de l'HAS pour accorder ou non la liste en sus. Alors cette liste en sus, vous la connaissez, et on va y revenir. Donc je rappelle que le CEPS, c'est quand même un organisme ministériel, donc c'est Bercy et le ministre des Finances globalement, et qui va déterminer aussi pour fixer son prix sur autre chose. C'est la population de patients. On ne va pas rembourser 1 million d'euros un traitement pour le cholestérol alors qu'on sait qu'il y a 10 millions de personnes qui devraient prendre le médicament. Ce n'est pas possible. Donc il y a des négociations qui tiennent compte de cette population cible et qui tiennent compte aussi d'autres paramètres, les indications, etc. Alors justement, ces listes en sus, quand vous êtes classé 1-3, ça va sur la liste en sus. Sa liste en sus, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une enveloppe donnée par l'État, votée à l'Assemblée nationale, et qui va
compléter le budget hospitalier qui lui est versé en fonction des GHS, des jurés d'hospitalisation, et qui permet justement de couvrir des médicaments extrêmement chers qui, s'ils étaient payés uniquement par l'hôpital, eh bien, pourraient gréver de façon rédhibitoire le budget d'un établissement hospitalier. Par exemple, un médicament anti-hémophilique, bien une nouvelle biothérapie extrêmement coûteuse. Donc, 1,3, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, l'ASMR 4, après discussion, peut aussi entrer sur la liste en sus. À l'inverse, un ASMR 5 n'a jamais la liste en sus. S'il est prescrit dans un budget hospitalier, c'est dans le cadre de son GHS, du GHS de la maladie, et puis c'est ainsi. Donc pas de liste en sus pour ce cas-là. Alors, dans les médicaments orphelins, ou plutôt les maladies rares, c'est les médicaments qui sont orphelins, mais les maladies sont rares, le terme compte. Il y a un certain nombre de procédures qui ont été mises en place. Tout d'abord, quand un médicament est déclaré orphelin par l'EMA, c'est un label, eh bien, il accède à des avantages financiers et fiscaux. Plein de choses, la publicité, le prix, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont discutées. Et puis, donc, beaucoup de laboratoires qui traitent des faibles populations de patients avec des molécules nouvelles, et c'est le public que nous avons aujourd'hui, sont des médicaments dits orphelins, avec toute cette possibilité pour eux d'accélérer les procédures, d'obtenir de meilleurs remboursements, et aussi même des avantages en termes de publicité. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont offertes à cette catégorie. Alors, la doctrine de la Haute Autorité de Santé a changé très récemment, vous voyez, c'est avril 2022, parce que l'on a introduit un certain nombre de choses nouvelles. Vous saviez qu'autrefois, nous avions les ATU, les autorisations temporaires d'utilisation, et les RTU, et maintenant, ça se définit autrement, ça colle quand même à peu près la même chose, mais c'est ce qu'on appelle l'accès précoce. Alors, l'accès précoce, ça peut être avant l'AMM, et ça, peu de gens le savent. On peut avoir un médicament qui n'a pas encore l'AMM au niveau européen et le prescrire à des patients. Donc, on ne peut pas faire plus court, hein, c'est tout de suite. Donc, ça remplace ce qu'on appelait autrefois les ATU. Et puis, il y a une deuxième partie qui est l'accès compassionnel. Alors, pour des raisons que je n'ai pas tout compris, l'accès compassionnel, c'est l'ANSM qui le gère, et ce n'est pas la Commission de la transparence, pas la Haute Autorité de Santé. Ça remplace les anciennes ATU nominatives. Mais ça, c'est toujours l'ANSM qui le fait. Et puis, il y a des recommandations temporaires, et ça remplace les recommandations temporaires d'utilisation, les fameuses RTU qu'on avait autrefois. Donc, retenez cet accès précoce, c'est quand même important. Et puis, cet accès précoce, il peut être aussi post-AMM. Il y a l'accès précoce pré-AMM et post-AMM. Alors, post-AMM, c'est accordé, donc, bien sûr, par définition aux médicaments qui ont l'AMM, mais qui n'ont pas encore satisfait à toutes les étapes de la régulation de droit commun. C'est-à-dire que le dossier n'est pas encore déposé à l'HAS, il n'est pas totalement constitué, mais il y a une urgence, parce que je vous ai donné tout à l'heure des délais. Mais il y a un autre délai qui est avant, c'est la préparation du dossier. Et un dossier de dépôt par le laboratoire pharmaceutique, ça ne se fait pas en 4 jours. C'est très compliqué tout ça. Il faut répondre à énormément de questions. C'est des documents qui font 80, 100 pages, plus tous les articles que l'on joint, qu'il faut lire, enfin, et qui après sont synthétisés. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Donc le post-AMM, donc ils n'ont pas encore toutes les étapes, mais c'est pas mal. Et puis, il y a un engagement du laboratoire, puisque le laboratoire, à ce moment-là, s'il a un accès post-AMM, il est tout près quand même de sa finalisation pour passer en commission de transparence. Et à ce moment-là, il doit, il y a une obligation et un engagement de faire ce qu'il faut pour que le dossier soit présentable devant la commission de la transparence. Alors, l'accès précoce, je rappelle, c'est maintenant la Haute Autorité de Santé, et notamment la Commission de la Transparence, qui le donne. Je pense que le collège doit pouvoir donner son avis aussi, mais en général, ça se passe uniquement à la transparence. L'ANSM regarde quand même le dossier, puisque l'ANSM, c'est elle qui s'occupe du bénéfice et du risque.
Si vous voulez, au niveau européen, l'accord, c'est on a un médicament, il remplit sa fonction. C'est comme j'achète un réfrigérateur, il fait du froid. Mais après, il y a toutes les étapes, comment il le fait, dans quel compartiment, etc. Ben, tout ça, c'est les instances nationales qui s'en occupent. Donc, la HAS, elle va donner l'accès précoce. Et puis, ça va permettre d'accélérer pas mal les procédures. Et donc, vous avez, je pense, tous, pour les cliniciens qui sont ici, des médicaments qui sont traités, qui sont accordés à des patients avec les procédures d'accès précoce. Alors, l'industriel constitue le dossier, je rappelle ça. Et puis, il doit aussi s'engager, quand il obtient ces accès précoces, à avoir un engagement. Il faut qu'il ait un plan industriel, un plan de développement. C'est-à-dire qu'il doit dire je ne vais pas venir avec 4 cas, je dois avoir une série, je dois avoir éventuellement une étude contrôlée. Contrôlée peut être aussi un contrôle contre placebo, peut être un contrôle contre série historique, peut être un contrôle contre un comparateur s'il y a un comparateur. Donc il faut qu'il y ait un véritable plan de développement de la part du laboratoire pharmaceutique. Et on accepte aussi de donner ça à ce qu'on appelle les études de méthodologie dégradée, mais que l'on considère comme acceptable parce qu'il y a suffisamment d'éléments quand même pour considérer que le dossier est assez solide pour passer devant une instance. Et puis surtout, il y aura les résultats intermédiaires. Il faut bien savoir que, quelle que soit la décision positive que va donner la Haute Autorité de Santé, il y a un droit de revoyure. On demande à la molécule de revenir en général 1 an, 18 mois ou 2 ans après, parce que rien ne va aussi vite. Avoir des séries de patients, notamment dans des maladies extrêmement rares, c'est complexe. Donc il faut donner un peu de temps aux cliniciens de faire le travail. Alors, pourquoi ces accès précoces et cette politique particulière de maladies rares? Alors tout d'abord parce que dans les maladies rares, il y a un besoin non couvert important. La première chose, quand on évalue un médicament qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a un besoin non couvert. Et on voit que dans les maladies rares, il y a souvent des besoins non couverts. Donc c'est pour ça qu'il faut aller relativement vite et c'est pour ça que ces procédures existent. La deuxième chose, c'est aussi les fortes demandes des patients. Les associations sont aujourd'hui assez puissantes, elles interviennent, elles sont représentées, je le rappelle, avec un membre titulaire et un suppléant à la Haute Autorité de Santé, au collège, à la transparence plutôt, à la commission de la transparence, et donc s'expriment, et c'est très bien. Donc ça a commencé quand j'étais président, et c'était une excellente chose. Et puis la troisième chose, c'est la rareté de ces maladies, qui permet aussi de ne pas faire tous les essais selon les procédures conventionnelles. On n'étudie pas de la même façon le dernier antidiabétique, avec un objectif de baisse de l'hémoglobine glyquée ou je ne sais quoi de 1%, et puis un médicament pour les maladies rares où on sait qu'il y a 50 malades dans un pays. Alors ce qui va obliger très vite à avoir des essais d'ailleurs internationaux. Et en amont de tout cela, il y a aujourd'hui des molécules qui sont étudiées avec un pays leader, qui sont étudiées dans plusieurs pays en même temps, pour avoir des dossiers communs et pour augmenter la masse critique des patients qui peuvent être inclus dans les essais. Donc ça, c'est un point, je pense, assez notable. Et puis, les essais thérapeutiques ont changé. Quand mes prédécesseurs à la Haute Autorité de Santé, quand on soumettait un dossier, il fallait 2 essais randomisés contrôlés. 2, pas 1, 2. Et après, quand j'étais là, c'était 1. Et puis, on donnait déjà des espèces d'autorisations un peu provisionnelles pour des phases 2 un peu avancées, un peu évoluées. Mais autrefois, c'était une phase 3 avec un tirage au sort, hein, sinon ça ne passait pas. Maintenant, on peut avoir des phases 2 et même des phases 2 avec relativement peu de malades. Je donne un exemple. Si vous avez une maladie où il y a 100% de mortalité, mettons à 1 an, vous arrivez avec un dossier, 3 patients inclus, 2 survivants sur les 3 à 1 an, eh bien, on peut avoir à ce moment-là une autorisation donnée par la Haute Autorité de Santé et un dossier validé et un remboursement. Alors, ce que va immédiatement dire, oui d'accord, mais peut-être que c'est le hasard qui a bien fait les choses, donc vous revenez l'année prochaine avec 15 malades ou 20 malades. Ça c'est clair, c'est la suite logique.
et puis donc ces essais thérapeutiques qui sont beaucoup modifiés. Alors, il y a quelque chose qui se fait aussi, qui était tout ce qui se passe après l'autorisation qui a été donnée, après la sanction donnée par et la Haute Autorité de Santé et le CEPS, le prix. Le médicament est sur le marché, il n'y a pas de problème. Eh bien, il faut, et c'est très important, c'est avoir des recueils de données. Il faut faire des études post-AMM. Et là, je vais vous faire une ou deux suggestions, parce que dans ma pratique, c'est plutôt d'assez mauvaise qualité. Et j'insiste beaucoup pour que ça soit de meilleure qualité. Alors pourquoi ? Eh bien, une fois que c'est gagné, c'est gagné. Donc, on le donne. Je vais vous donner un exemple sur une étude post-enregistrement qui portait sur un médicament pour les adénomaprolactines. Dans 30% des cas, on n'avait pas fait le dosage de prolactine dans le suivi, ce qui était un peu dommage. Donc, voilà. Mais ça, c'est les exemples qui, malheureusement, abondent. Donc, aujourd'hui, avec les accès précoces qui permettent d'obtenir des autorisations, il y a obligatoirement une étude post-AMM, pas uniquement pour les effets secondaires, ce que font les laboratoires pharmaceutiques. Ils ont des plans de risque, mais ça n'est pas ça. C'est véritablement enregistrer sur le long terme, enrichir une cohorte de patients prospective avec des données. Alors, ces données peuvent être un peu moins solides que celles qu'on a dans l'étude d'enregistrement. On n'a pas toujours besoin d'avoir la glycémie à la 3e décimale, mais il faut quand même avoir des données assez solides. Et pourquoi est-ce que ça n'est pas si bien que ça ? Alors ça s'appelle le PUT-RD, c'est comme ça que ça s'appelle, ces procédures, et je pense qu'on peut les améliorer. Et pourquoi ça n'est pas bien fait ? C'est tout simplement parce que ça n'intéresse plus les cliniciens. Et ça n'intéresse plus beaucoup le laboratoire pharmaceutique. Et ça n'intéressera le clinicien que lorsqu'il sera motivé pour le faire. C'est-à-dire que c'est le laboratoire pharmaceutique qui tient les cartes. C'est lui qui paye d'abord et qui fait le cahier et qui aide à l'enregistrement des données après la commercialisation du médicament. Alors certains le font bien, la plupart. Dans les maladies rares, c'est plutôt mieux que dans les maladies non rares, mais ce n'est pas toujours si bien fait que ça. Et les cliniciens, ça ne les motive pas parce que ce n'est pas enregistré, c'est une étude, voilà, c'est l'étude qu'on montre à son congrès national et puis ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors je pense qu'il faudrait que ces études post-enregistrement soient comme les essais Princeps, enregistrés sur Clinical Trial, qu'il y ait un investigateur désigné pour la communauté, ou plusieurs investigateurs désignés, et qu'ils aient une collaboration étroite avec le laboratoire, y compris avec l'aide technique de chargés de recherche clinique, pour véritablement amasser les données et faire des études de très bonne qualité qui, elles, ont une valeur considérable. Et notamment à long terme, pour savoir si les molécules à qui on a accordé un visa, voire un blanc-seing, eh bien, peuvent continuer à exister sur le marché s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, et notamment l'inefficacité à long terme. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Et voilà, c'est une diapo passe-partout, mais maintenant on peut passer aux questions si je n'ai pas